du truc. Donc l'ensemble de tous les secteurs industriels ont été balayés comme ça, et on verra à la fin, sur le diagramme, il restera par exemple un peu de charbon. Par exemple, c'est typiquement ici, c'est pour des besoins industriels où on est obligé, dans certains process, de conserver du charbon pour que le process continue à tourner. Par exemple, fabrication d'acier, par exemple. L'énergie, comment on la fabrique? Où est-ce qu'on la prend? Ça, c'est toute la partie gauche, d'accord, là où on avait un gros paquet en fuel, un gros paquet en gaz, un gros paquet en nucléaire, etc., etc. Voilà de quelle manière, dans le scénario négawatt, évoluent les énergies renouvelables, voilà, de 2010 à 2050. Alors, il y a une chose qui est très importante à remarquer, c'est que, vous pouvez regarder ici, il y en a un qui s'appelle biomasse solide, il y en a un qui s'appelle biomasse liquide, et il y en a un qui s'appelle biogaz. Ces trois choses-là viennent en gros du bois et des produits agricoles. Et si vous regardez, ça, c'est le plus gros, ça, c'est le deuxième plus gros, et ici, on a encore de la biomasse. C'est-à-dire qu'on a un très gros enjeu et une très grosse montée en puissance de toutes les sources énergétiques basées sur la biomasse. Et puis, on a quelques autres. Ici, il y a un développement très important de l'éolien, qu'on voit ici. Le photovoltaïque qui monte également. Vous voyez ici une montée faible des énergies marines. Alors ça renvoie un peu à ce que je vous présentais comme hypothèse au début autour des technologies matures. C'est-à-dire qu'on envisage une petite contribution des énergies marines, mais aujourd'hui on a peu de visibilité quand même sur ce que ça peut être. Et puis vous voyez ici, il y en a un qui est marrant, c'est les déchets. Les déchets, donc c'est une source d'énergie. Alors c'est principalement ici les déchets fermentescibles. Et en fait on ne la voit pas, mais il y a une augmentation. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fabrique plus de déchets pour avoir de l'énergie. Ça veut dire qu'ils étaient déjà là, mais qu'on les récupère et qu'on les utilise. Donc si vous avez une chose à retenir là-dessus, c'est le gros enjeu sur la biomasse. Alors la particularité du scénario Négawatt 2011, il y a eu deux autres scénarios avant. Il y en a eu un en 2003 et un en 2006. C'est le couplage avec un autre scénario, qui n'est pas un scénario énergétique, qui est un scénario agricole, qui s'appelle AFTER 2050, qui a été réalisé en particulier par l'association Solagro, et qui, lui, est un scénario sur l'agriculture, la forêt et l'utilisation des terres. C'est-à-dire, si on se posait la même question que celle qu'on se pose là dans le cadre de Négawatt sur l'énergie, mais sur l'utilisation des terres, c'est-à-dire on a une certaine ressource en terre en France consacrée pour une part à l'alimentation, pour une part aux matériaux, pour une part à l'élevage, etc., et qu'on fait un scénario qu'on espère être soutenable à échéance 2050 avec un objectif de réduction, en particulier des émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce que ça donne? Donc ces deux scénarios ont été couplés et ont la particularité de partir des besoins. D'accord? C'est-à-dire qu'en particulier, parmi les besoins satisfaits par les activités agricoles, il y a l'alimentation. Donc on ne va pas rentrer dans le détail du scénario AFTER. Lui-même, ça fait une présentation standard d'AFTER, je crois que ça fait 250 transparents. Voilà. Mais concrètement, ça veut dire des choses comme ça. Quand on part du besoin sur l'agriculture, ça veut dire évolution de ce qu'on mange entre 2010 et 2050. Alors là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ça, par exemple, viande et abats, ça diminue. Alors ça part d'un constat simple, c'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui le régime standard français, il est trop protéiné, et il est trop sucré. Il y a 30% de protéines en excès, et c'est à peu près pareil sur le sucre. D'accord? Donc, comment on fait? En fait, ça, c'est basé sur... On arrive ici à l'assiette, aux apports recommandés par la FAO. Voilà. Et il y a un autre aspect dans l'assiette française actuelle, c'est que les protéines sont majoritairement, pour les 2/3, elles sont des protéines issues du monde animal. Et il y a une mutation ici vers de la protéine d'origine végétale, ce qui se traduit par exemple par ce genre de choses ici, l'évolution. Alors ça reste un petit camembert, hein, mais c'est une évolution très importante sur les légumineuses. Et on passe de 12 à 45. Voilà. Et une augmentation des fruits et légumes, etc. Ah oui, il y a aussi ça quand même qu'il faut noter. Poissons et crustacés, ils disparaissent quasiment. Pourquoi? Parce qu'il y a eu estimation dans le scénario AFTER qu'on est quasiment en épuisement des ressources halieutiques, et qu'il n'y a pas lieu d'aller taper dans les stocks de poissons, et que si on fait de l'élevage de poissons, on retrouve sur le même problème que sur l'élevage de bovins ou d'autres animaux. D'accord. Si vous voulez d'autres détails, sur AFTER, vous pouvez donc aller voir sur le lien avec l'association Solagro. Pour ce qui nous intéresse sur le scénario Négawatt, c'est
qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme ressources énergétiques? Alors, on a vu dans Négawatt qu'il y avait une certaine priorité aux usages qu'on pouvait estimer entre les utiles et les nuisibles. Dans AFTER, c'est très clair, les usages énergétiques du sol sont les derniers. C'est-à-dire que ça sert d'abord, l'agriculture va d'abord servir à nourrir les gens, ensuite à nourrir les animaux qui servent à nourrir les gens, ensuite éventuellement à produire des matériaux, et s'il reste quelque chose à la fin, on fait des produits énergétiques. Donc concrètement, AFTER, ça donne ça sur l'utilisation des terres en France. Voilà. On a une augmentation de la forêt, une diminution des prairies permanentes, et vous voyez qu'ici même, on voit apparaître à l'issue du travail d'AFTER, à partir de 2020, des terres qui deviennent disponibles. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme ce qu'on pourrait croire maintenant en défaut, enfin pas ce qu'on pourrait croire comme ce qu'on est maintenant en défaut de terres productives, mais on arrive à en relibérer une certaine quantité qui devient disponible pour ce qu'on voudra. Alors en revanche, elles ne sont pas du tout utilisées comme elles le sont maintenant. La principale différence, c'est ce genre de choses. Voilà, c'est ce que modélise AFTER, c'est une migration progressive vers une agriculture qui en gros comporte 50% d'agriculture bio et 50% d'agriculture qu'on appelle intégrée. Alors qui sont deux agricultures assez proches, qui ont pour particularité de mettre plusieurs choses sur une même surface, jusqu'à 6 à 8 produits sur une même surface, avec de l'agroforesterie. Vous voyez ici, il y a des arbres sur des parcelles qui produisent des céréales, et qui ont pour autre particularité d'arrêter de retourner les sols. C'est-à-dire qu'on laisse les sols en place, il n'y a plus de labour profond, il y a vraiment une transformation importante du modèle agricole. Donc qu'est-ce que ça laisse en fait? Ça laisse qu'on modélise finalement, on mobilise de manière raisonnable la forêt, les produits, etc., qu'on récupère, tout ça on va le récupérer. Qu'on va beaucoup développer la méthanisation. Donc la méthanisation, c'est récupérer des déchets d'origine agricole, les mettre dans un digesteur pour produire du méthane. Méthane, c'est le nom un petit peu technique pour faire du gaz qu'ensuite on peut envoyer dans le réseau et qu'on va retrouver dans les différents usages qu'on a vus. Finalement, peu de ce qu'on appelle les biocarburants, c'est-à-dire des cultures énergétiques dédiées, que ce soit de blé, de colza ou de ce qu'on veut, parce qu'ils ont un rendement agricole et énergétique faible. Il y en a un qui est conservé quand même, qui est ce qu'on appelle les agrocarburants en circuit court, donc qui est l'huile végétale pure ou brute, qu'on peut mettre directement dans les transports pour les usages de transport, mais c'est pour les usages agricoles en particulier ou très proches. Et puis le gros aspect, c'est ça. C'est ce qu'on a vu un petit peu en amont, quand on a vu la grosse montée du biogaz, c'est-à-dire qu'une partie de ces ressources est utilisée pour fabriquer du gaz et qu'on injecte dans le réseau, qui devient disponible. Vous savez qu'on peut faire du gaz avec le bois. On fait des usines à gaz. Alors que ça se faisait pendant la Deuxième Guerre mondiale, on le faisait avec le charbon, et là on le réhabilite et on le fait avec du bois, donc qui est une source renouvelable. Alors vous pouvez, voilà, donc, du coup ça donne ça. Vous voyez ici le bois énergie, donc ça sous forme de bois qui monte. Un gros développement également du biogaz, donc sous ces différentes formes, c'est-à-dire que ce soit issu de méthaniseurs, avec les déjections animales par exemple, ou par utilisation des usines à gaz. Et puis ça, vous voyez, les déchets urbains renouvelables, c'est ce que je vous disais, c'est pas qu'on augmente le nombre de déchets, c'est qu'on en fait quelque chose. Alors, vous faites peut-être la remarque, ça fait plusieurs endroits où on parle pas mal du gaz. Effectivement, le gaz est une énergie qu'on utilise pas mal dans le scénario, beaucoup pour assurer la transition, et également ici sous forme de biogaz ou de gaz naturel, que ce soit pour le transport ou pour le chauffage. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Je vous l'ai dit un petit peu rapidement au début, c'est qu'on a déjà un réseau qui existe, qui est disponible, qui est en état, qui va partout. Et on peut substituer donc progressivement, au fur et à mesure de la montée en puissance des différentes productions renouvelables, on peut substituer le gaz fossile qui est aujourd'hui sur le réseau, qui nous vient de là où il vient, de gens qui ont le robinet dessus, qui ont la main sur le robinet, par du biogaz. D'accord ? Donc les infrastructures, ça fait de nombreux avantages. Et on l'a vu sur le transport, peu de transformation finalement par rapport à la technologie existante. Donc effectivement, on s'appuie pas mal sur le gaz et on le reverra encore sur une forme encore différente un petit peu après. Dans les énergies renouvelables, on en utilise également pour produire de la chaleur dans les logements. On va pas trop rentrer dans les détails, mais solaire thermique, principalement pour l'eau chaude, un petit peu pour le chauffage. Aujourd'hui, on est à 32 mètres carrés pour 1000 habitants, on passe à quasiment 1 mètre carré par habitant.
L'utilisation du bois, soit sous forme directe, soit sous forme de biogaz, qu'on vient de voir juste avant, on le retrouve en chauffage dans 75% des logements, alors qu'il couvre aujourd'hui seulement 10%. Je ne vous l'ai pas dit, mais on enlève complètement le chauffage électrique, hein, qui ne mérite que ça. Et puis, sur les autres besoins, il y a un développement des pompes à chaleur performantes, c'est-à-dire pas vraiment les pompes à chaleur qu'on a tendance à voir aujourd'hui, mais des pompes à chaleur avec des rendements très élevés où on se retrouve avec des COP de 6 à 8. Ce qui nous est permis parce qu'on se retrouve avec des bâtiments qui eux-mêmes ont des besoins très faibles, donc on peut être sur les très basses puissances avec des rendements très élevés. Sur les productions renouvelables électriques, alors il y a un fort développement de l'éolien. Bon, si on trouve que ça peut faire une éolienne partout, ça fait de mémoire, je crois que ça fait 8 fois moins que le nombre de pylônes haute tension qu'on a aujourd'hui, haute tension hein, uniquement, que ce qu'on a en France. L'Allemagne est déjà à ce niveau-là à peu près. On a un développement ici de l'éolien en mer. Alors l'éolien en mer, il y en a deux formes. Il y en a un qui vient assez rapidement, qui est l'éolien planté sur les hauts fonds. Donc on va chercher au fond et on met des clous et on met une grosse éolienne dessus. Et puis il y en a un qui vient un petit peu plus tard dans le scénario, aux alentours de 2020, qui est l'éolien flottant, qui fait appel à des technologies qu'on connaît déjà pour les plateformes pétrolières, par exemple, pour des choses comme ça, où là on met un système flottant et on met des éoliennes dessus. Donc ça met un peu plus longtemps à arriver parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des technologies qui sont considérées matures parce qu'on a des prototypes qui tournent, mais qui ont encore besoin de développer un peu leur filière. Un fort développement du photovoltaïque. Et puis ici, un ajustement, encore une modernisation un petit peu de l'hydraulique. Elle est en légère augmentation parce que finalement, l'ensemble de ce qui est équipable a été bien équipé par nos grands-pères ou arrière-grands-pères, selon notre âge. Alors, sur l'électricité, il y a une chose particulière parce qu'il y a beaucoup d'énergie qu'on peut stocker. L'électricité, on ne peut pas la stocker. Et donc, quand on travaille sur l'électricité, il faut assurer heure par heure ce qu'on appelle l'équilibre du réseau. C'est-à-dire c'est même pas heure par heure, c'est tout le temps. Il faut faire en sorte qu'on produise autant que ce qu'on consomme à l'autre bout du réseau, sinon on a ce qu'on appelle un effondrement. Et puis, toc, ça coupe, et il y a un gros point noir quand on regarde la photo satellite. Donc, il y a eu un travail particulier qui a été fait dans le scénario pour être sûr que ce qu'on a vu, alors on la verra la courbe d'équilibre de l'électricité, mais on assure l'équilibre électrique année par année, avec la production, avec une mutation vers une production 100% renouvelable. Là, il n'y a pas de problème. Mais ça, il faut pouvoir le faire heure par heure. Or, classiquement, un reproche qui est fait aux énergies renouvelables, souvent par les gens qui ne les aiment pas trop, disent « ouais, mais c'est imprévisible ». Voilà. Alors, en général, on parle plutôt de variabilité, puisque les évolutions de production sont globalement prévisibles à échéance de la journée, par exemple. Sur un territoire, on arrive à prévoir ça. Mais il n'empêche qu'il est très important d'arriver à assurer l'équilibre du réseau. Donc on a modélisé le réseau heure par heure de 2010 à 2050, en fonction de l'évolution de la demande et donc de l'évolution de la production. En utilisant différentes choses pour permettre d'arranger l'interconnexion des réseaux ici par exemple. Alors ici il y a des choses qui perdent de plus en plus. Hein. Il y a des choses qui ne coûtent rien. C'est-à-dire par exemple quelque chose comme l'effacement. Les gens qui avaient à une époque des abonnements EJP par exemple, EDF avait ça, c'est-à-dire que vous les autorisiez à vous couper une vingtaine de jours l'électricité, ça c'est de l'effacement. C'est-à-dire que quand on vous coupe, vous ne consommez plus rien, donc ça permet d'équilibrer le réseau. Ça ne coûte rien. On peut le faire avec de l'hydraulique, quand on ouvre les barrages, ça fait d'un seul coup un ajustement. Et puis après, il y a des choses qui perdent de plus en plus. Ici, il y en a un qu'on connaît pas mal dans la région, qui est station de transfert d'énergie par pompage, c'est-à-dire que quand il y a trop de production, on peut remonter de l'eau dans les barrages, qu'on pourra returbiner après, c'est une manière de stockage de l'électricité. Alors il y en a un sur lequel on va zoomer un tout petit peu, qui est celui-là, stockage sous forme d'hydrogène puis de méthane de synthèse. C'est un processus qu'on appelle la méthanation, et qui est un peu une nouveauté dans le scénario, dans cette version du scénario, qui est également une manière de stocker de l'électricité en excès, quand les productions renouvelables produisent trop, et qu'on va détailler juste un petit peu après. Voilà. Et puis on garde ici un appel à la production renouvelable flexible en cas de déficit. Et éventuellement, on peut toujours déconnecter la production renouvelable. C'est-à-dire que c'est l'énergie qu'on ne récupère pas. Alors ça donne ça, du coup. Alors aujourd'hui, c'est ça. Ça, c'est ce que vous pouvez les suivre sur le site de RTE. Donc RTE, c'est l'organisme qui assure le transport de l'électricité en France. Ça, c'est l'équilibre heure par heure, avec ici notre petite pointe particulière là en France, là.
Voilà, comparaison en puissance sur 3 jours d'hiver, ça c'est typiquement français, c'est le chauffage électrique le soir, bing. Et c'est là qu'on prend des importations, parce qu'on n'a pas assez de puissance électrique en France, et donc on importe de l'électricité chère et carbonée. Voilà. Et donc la même chose en 2050, une fois dans le cadre du scénario négawatt, ça donne ça. Alors on ne rentre pas trop dans les détails, mais ce qu'on observe, c'est que l'équilibre est respecté heure par heure. Ici, on a demande. Voilà. La demande est là. D'accord. Donc il y a toujours plus de production, etc. Et demande plus méthanation, ici, ça, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on peut stocker une certaine quantité d'énergie qu'on pourra récupérer plus tard. Donc l'ensemble des renouvelables, vous voyez que ça oscille plus ici, c'est le gros bandeau du nucléaire, ici, qui lui oscille pas, lui. C'est un talon. Ici, on a plus d'énergie qui sont plus variables, mais qui s'équilibrent mutuellement, etc. Qui s'équilibrent. Alors la méthanation, qu'est-ce que c'est? Puisque c'est la petite fantaisie de ce scénario. Qu'est-ce que ça permet? C'est, imaginons, ici, on a le réseau électrique. Imaginons qu'ils produisent trop. Eh bien, cette électricité, on va l'utiliser pour faire de l'électrolyse de l'eau. Alors moi, je l'avais fait, l'électrolyse de l'eau, je crois, quand j'étais en troisième ou en seconde. Donc quand on électrolyse de l'eau, on envoie de l'électricité et ça donne de l'oxygène et de l'hydrogène. Et cet hydrogène, après, on le fait se marier avec du CO2 et on obtient une réaction ici, qui a été découverte par M. Sabatier, qui a eu le prix Nobel un an avant Marie Curie, et qui s'appelle la méthanation, et qui produit ici une molécule, CH4, qui est le méthane, qui est le gaz. Donc de cette manière, alors on a des pertes de rendement, on perd ici à peu près 20% et ici 20%, c'est pour ça que ça arrive un peu bas dans le système de régulation, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant, c'est que là, on a un autre réseau, qui est le réseau de gaz. Et ce réseau de gaz dont on a déjà parlé avant, qui existe, il a un autre avantage, c'est qu'il a des très gros réservoirs. Ce qui n'est pas le cas de nos barrages, par exemple, qui ont une capacité qui est scalée, qui est assez limitée. Ici, de mémoire, on est 10 000 fois supérieur en capacité de stockage. D'accord ? Donc ça permet quoi ? Cette technique de la méthanation permet de coupler les deux réseaux. C'est-à-dire d'utiliser le réseau de gaz pour stocker de l'électricité. Parce qu'après, évidemment, dans l'autre sens, on peut renvoyer du gaz, de préférence dans une centrale à cogénération, pour faire de la chaleur qu'on va envoyer sur des réseaux de chaleur ou dans des process, et réinjecter de l'électricité. D'accord ? Donc c'est un des outils qui permet d'assurer l'équilibre heure par heure du réseau. Alors, un petit focus sur le nucléaire. De quelle manière le nucléaire a été intégré dans le scénario? Ça a été une approche prenant en compte 3 contraintes. Donc on l'a vu au tout début, l'association a estimé que ce n'était pas compatible avec un développement soutenable. Donc on va passer sur du 100% renouvelable, donc on va progressivement fermer le nucléaire. Toute la question est de savoir comment on fait en respectant ces 3 contraintes. Une certaine contrainte énergétique. C'est-à-dire qu'il faut continuer à produire quand même pendant heure par heure, ce qu'on a vu heure par heure jusqu'à 2050, ça il faut le tenir. Donc il faut pas tout fermer d'un coup, enfin si on a le choix en tout cas. Si on ferme tout d'un coup, on est en pénurie d'électricité qu'il faudra produire autrement. Si on a le choix, autant le faire en respectant cette contrainte énergétique. Une contrainte sur la sûreté, parce qu'on a une énergie au risque spécifique qui peut conduire à des accidents majeurs, où on a une accumulation de déchets, etc. Et un problème massif qui se pose avec le vieillissement des centrales. Aujourd'hui, c'est un peu au cœur du débat, les 30 ans, les 40 ans, etc. Est-ce qu'on prolonge ou pas ? Et puis une troisième contrainte qu'on voit souvent un petit peu moins, qui est une contrainte industrielle, c'est-à-dire qu'on a 58 réacteurs en France, mais pour faire tourner ces 58 réacteurs, il y a également tout un complexe industriel, des usines d'enrichissement, des usines de retraitement, etc. Et qui fonctionnent avec des gens qui travaillent dedans et de l'argent qui est mis. Et on a un moment qu'on va voir un petit peu à la fin, qui est on ne peut pas laisser ce complexe industriel tourner à plein. S'il est prévu pour 60 réacteurs, il ne peut pas tourner pour 2. Vous voyez, donc c'est également une contrainte, ce truc-là. Alors, comment ça a été abordé ? On va essayer de le faire de manière simple. Ça se passe comme ça, sur l'électricité, de 2010 à 2050. On a ici la demande électrique, donc ça, c'est ce qu'il faut satisfaire. Ici, on a la hausse de production d'électricité d'origine renouvelable. D'accord ? Donc ça augmente avec le bois, avec le photovoltaïque, l'éolien, tout ce qu'on a vu. Et donc ici, on a le besoin de production électrique non renouvelable. À côté de ça, on a des réacteurs. Alors, on a regardé chaque réacteur, un par un.
Et puis, on a fait 2 bandeaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà la capacité qu'on a si on ferme tous les réacteurs quand ils ont 30 ans. Et voilà ce que ça donne si on ferme tous les réacteurs le jour de leurs 40 ans. Vous voyez que c'est très raide. Alors, on le retrouvera un petit peu juste après. Il y a une particularité, c'est comme ça. La plupart des réacteurs ont été construits dans un délai très court, dans une dizaine d'années. Ça a été un énorme chantier. Donc on a ce qu'on appelle un effet de falaise. C'est-à-dire qu'ils vont tous arriver quasiment ensemble au même âge. Enfin, d'ailleurs, ils ont tous ensemble le même âge. Mais ils arrivent tous à peu près en même temps, là, vous voyez, sur une tranche d'en gros une dizaine d'années. Donc on a ce bandeau. On chevauche ça avec l'autre courbe qu'on avait de la demande électrique. Et donc on obtient la stratégie de fermeture du parc dans le scénario négawatt, qui est là. Donc priorité à la contrainte énergétique, ici. Et puis ici, là, vers 2025, vous voyez, on passe sur autre chose, parce qu'on a des réacteurs qui deviennent vieux, là. Qui deviennent vraiment vieux. On a dit qu'ils ne peuvent pas dépasser 40 ans. Même s'ils arrivent à 40 ans, c'est-à-dire que c'est quand même pas gagné, la SN ne les a pas forcément autorisés. Mais de toute façon, on ne tolère pas des réacteurs au-delà de 40 ans. Donc là, on va obtenir un rythme qui va être, lui, contraint par le rythme de fermeture en limite d'âge. Et puis à la fin, donc ici, on complète avec du gaz pour obtenir la production. Et puis ici, à la fin, on termine. Pourquoi? Parce qu'il nous reste quelques réacteurs qui restent tout seuls avec le complexe industriel. On ne va pas faire exprès de les reporter jusqu'à 40 ans et faire tourner tout le machin qui va avec. Donc on accélère la fermeture à la fin, ce qui fait qu'on obtient ici, le 15 août 2033, la fermeture du réacteur Civaux 2, toc, qui est là. Voilà. Et là, on voit très bien cet effet de falaise. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a tous les réacteurs. Là, ils sont tous un par un, tranche par tranche de construction. Et, voilà. Et on voit ici les scénarios de fermeture. Voilà. Et ici, ça, c'était l'effet de falaise qu'on a dit sur la construction très rapide et qu'on retrouve à la sortie. Voilà. Donc ça fait partie, c'est une mesure, c'est donc une fin maîtrisée de la production nucléaire. Donc vous voyez, ce n'est pas une sortie précipitée, c'est une sortie qui couple les différentes exigences qu'on peut avoir sur le plan de la sûreté, des approvisionnements énergétiques et du complexe industriel qui est derrière. Alors, qu'est-ce qui arrive du coup aux énergies fossiles là-dedans? Eh bien, il reste ça. Le pétrole qui finit tranquillement ici. Enfin, qui finit. Il en reste encore un peu sur certains transports, un peu sur du process. Le gaz naturel, du coup, pas l'autre, pas celui qu'on fabrique de manière renouvelable. Il a à peu près le même sort. Et puis le talon de charbon, lui, il reste principalement pour l'industrie. Voilà. Alors, vous vous souvenez de ce truc-là? Donc on est parti de là. On a suivi ça. Vous tenez le coup encore? Je ne sais pas si j'ai débordé. À peu près. Ça va? Bon. Donc on était là, et maintenant on est là. Alors hop, 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 hop. Je le refais, hop. Alors ce qu'il faut regarder, vous voyez, c'est ce qui disparaît et ce qui apparaît. Hein, donc, alors le gros rouge, hop, il s'en va. Hop. Le gros rose là-bas à gauche, là, celui-là, là, toc, hop, il s'en va. Et vous voyez qu'il a été en fait, il devient un agglomérat ici. Il y a l'hydraulique, il y a l'éolien, il y a de la biomasse qui arrive là-dedans. Voilà. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce qu'on constate quand même, c'est que ça a maigri beaucoup. Donc le pétrole, vous voyez ce qu'on disait qu'il restait un petit peu. Du gaz naturel, il y en a un petit peu qui part là, encore en chaleur, un petit peu dans le gaz réseau. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Le biogaz ici, celui-là, il a beaucoup gonflé. Vous voyez, c'est celui-là qui est parti là. Bon, dans l'ensemble, les flèches sont assez maigres, hein, quand même. Ça n'existe quasiment plus. Perte et autoconsommation. Ça, c'est tout le travail sur l'efficacité. Hein, vous voyez qu'ici, si on repasse la toc. Okay. Ici, il reste un peu ce qu'on disait sur le charbon et certaines matières premières qui restent là. Donc, les besoins, d'une manière générale, si on regarde sobriété, ça a consisté à faire diminuer les carrés, là. D'accord? Toc. Voilà. Efficacité, c'est tout ce qu'on a fait ici. Alors celui-là, je ne vais pas rentrer dans le détail par contre. Et tout ce qui est renouvelable, c'est le fait qu'il y ait toutes ces énergies en haut qui maigrissent gravement
ou qui disparaissent et que toutes celles-là se développent. Voilà. Alors sur le CO2, parce que alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, à l'origine, le début de la réflexion, ça a été ce grand débat sur l'énergie qui est au début, où l'objectif de la France, par la voix de son président Jacques Chirac, c'était le facteur 4, division par 4 des émissions de gaz à effet de serre. Alors si on fait le bilan alors, le scénario négawatt n'est pas un scénario ce qu'on appelle carbocentré, c'est-à-dire qui fait une fixation là-dessus, mais il se trouve qu'avec le processus qu'on met en place, on a une division par 16. Si on le compare par rapport à un scénario tendanciel, ah oui, parce qu'à chaque fois on fait deux scénarios. On fait le scénario si on ne faisait rien, qui serait le tendanciel, et le scénario négawatt, et on compare. Donc, division par 16, mais en fait ça, c'est pas une donnée très intéressante puisque ce qui compte, c'est surtout ça, c'est le cumul. Parce que les gaz à effet de serre se stockent et agissent pendant une certaine durée. Et donc, ils ont un effet à plus ou moins long terme. Donc, ce qui est surtout important, c'est ça. Voilà, pardon. C'est est-ce qu'on reste dans ce bandeau qui est compatible avec un réchauffement de pas plus de 2 degrés à échéance 2050. Donc, il y a un certain niveau d'émission. Et il se trouve qu'on y arrive tout juste. Donc c'était pas fait pour, mais quand même on est content que ça y arrive. Alors que le tendanciel, vous voyez, ici le tendanciel dépasse tout en 2032, 33. Donc du point de vue du CO2, c'est limite, mais ça passe. Donc qu'est-ce que ça veut dire, c'est limite, mais ça passe? Ça veut dire qu'il ne faut pas traîner dans la mise en œuvre. Parce que, je vous ai dit, il y a eu deux scénarios, il y en a eu un en 2003, en 2006 et un en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2011 et entre 2003 et 2011, en fait, il s'est passé pas grand-chose. Mais ce qui fait qu'on a perdu des années pour le mettre en œuvre. Et donc, plus on se rapproche et plus ça met du temps à décoller, plus c'est difficile. Alors, voilà pour la plupart des éléments, voilà, en rapide, hein, pour la plupart des éléments techniques. Souvent, donc ce scénario-là, il a été présenté le 29 novembre 2011, soit environ 6 mois avant les élections présidentielles, ce qui n'était pas un hasard, puisque le but était que ça puisse alimenter la campagne. Ça l'a un petit peu fait, mais pas beaucoup. En revanche, ça bouge plus là, depuis la nouvelle investiture. Il y a eu une conférence là, récemment où Negawatt a été invité. Souvent, les questions, en plus ici on est un festival de l'économie, mais souvent les questions qui sont posées sont par rapport à « oui, mais combien ça coûte, ce truc-là » C'est bien joli, mais qui va payer, etc. Donc il y a eu... Alors les chiffres que je vais vous montrer datent... C'est une analyse qui a été faite sur le scénario 2006. En fait, le scénario 2011 est actuellement en cours d'évaluation de manière très lourde, et pas par Negawatt, sur les plans économiques. Et normalement, on a les résultats la semaine prochaine. Donc pour le moment, on ne les a pas. Qu'est-ce que ça avait donné en 2006 ? Alors, on a déjà les tendances. Comment ça marche, en fait ? Quand on fait un scénario comme ça, qu'est-ce qui se passe ? On crée certains emplois. On en crée sur les productions d'énergie renouvelable, puisqu'on a relocalisé en plus. Et on en crée sur les dépenses d'efficacité énergétique, par exemple sur l'isolation des bâtiments. Et puis d'un autre côté, on en détruit. C'est-à-dire qu'ici, on en détruit dans l'industrie automobile et on en détruit dans certaines filières énergétiques. Et toute la question, c'est quel est le bilan ? Donc le résultat de l'étude avait été création de 684 000 emplois en ETP, en équivalent temps plein. Ça, c'était sur le scénario 2006. Locaux. Hein. Donc c'est ça, voilà, 700 000 emplois. Ensuite, combien ça coûte ? Alors on a une vraie difficulté quand même à savoir combien ça coûte, parce que alors le cas typique, c'est qu'on est dans une économie où une marée noire augmente le PIB. Donc mesurer des choses comme ça par rapport aux outils classiques qu'on a d'évaluation de la richesse, c'est une chose un peu délicate. Alors, et en plus, c'est pas ma spécialité, donc en plus, vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Mais ce qu'on a là, en revanche, c'est tout ce qui est sobriété, on l'a vu tout à l'heure, quand on travaille sur la sobriété, ça coûte 0. Alors quand on travaille sur les bâtiments, par exemple, quand j'ai des étudiants qu'on forme, tout ce qui est... on arrive facilement sur un bâtiment qui a été fait, qui est géré un peu n'importe comment, on se divise facilement par 2 ou 3 les consommations, à coût 0, hein, juste du comportement. Donc ça, tout ce qui est sobriété, ça coûte rien ou pas grand-chose. L'efficacité,
Alors, ça, c'est surtout ce qui va revenir, par exemple, dans le plan de rénovation des logements, c'est-à-dire qui paye les rénovations. Souvent, c'est pas une question de coût. C'est-à-dire qu'on sait que, ça par contre, on le sait, ça se rembourse. C'est-à-dire qu'au coût actuel de l'énergie ou au coût qu'on imagine ou qu'on prévoit être de l'énergie, ça va se rembourser assez rapidement. C'est-à-dire qu'on a un problème d'investissement initial pour amorcer les travaux et les faire. Donc là, aujourd'hui, encore une fois, donc c'est pour ça qu'on dit c'est un investissement et non un coût, parce que globalement, on augmente la valeur du bien et on augmente en plus son confort. Mais se pose le problème de l'investissement. Et là, dans la feuille de route gouvernementale là, qui vient d'être passée à l'ensemble des ministères, ça aussi c'est dedans. C'est-à-dire que l'ensemble des outils qui sont censés financer ces choses-là vont être mis à l'étude là, maintenant. Là. Donc ça passe par du financement du livret A, ça passe par du prêté zéro, à taux zéro, ça passe par des tas de mécanismes qui peuvent se mettre en place. Et puis il y a également une particularité sur les renouvelables qui est la baisse des coûts. Les coûts de production sont des processus industriels, les coûts de production baissent, et il y a un moment où on atteint ce qu'on appelle la parité réseau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant que les technologies ne sont pas complètement à maturité, on est sur des coûts plus élevés, ce qui explique qu'il y a eu, alors de manière pas toujours très concertée, pas toujours très, très cohérente, des mécanismes de soutien sur les productions renouvelables, mais il y a un moment où le coût arrive au coût de l'électricité réseau, ici par exemple sur le photovoltaïque, et là ça marche tout seul. Il n'y a qu'une seule production énergétique dont le coût augmente systématiquement. Je sais pas, je vous laisse deviner laquelle. Multiplié par 2,5 depuis les premières constructions. Ça commence par un N. Ouais. Et puis voilà, alors derrière, sur l'ensemble des mesures que vous pourrez également retrouver dans le manifeste, il y a tout un système également de fiscalité, c'est-à-dire que quand on travaille sur l'énergie, on travaille sur des ressources, comment dire, sur des choses, j'arrive pas à trouver le terme, sur du bien public, sur du service public, d'accord. Donc il y a tout un système de fiscalité et de bonus-malus. Alors ça avait été légèrement abordé lors du Grenelle, un peu avec le bonus, mais pas de malus enfin un peu de malus sur les voitures. Ce qui avait été proposé, en fait, typiquement, c'est un bonus-malus annuel. C'est-à-dire que tous les ans, vous avez une voiture qui consomme trop, c'est tous les ans. Alors ça, c'était pas passé, c'est pas très populaire. Mais donc il y a tout un système fiscal de court terme, de moyen terme et de long terme sur l'ensemble de l'énergie et l'ensemble des impacts de l'énergie, ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire qu'est-ce que l'exploitation d'une certaine ressource énergétique induit comme dégradation au sens global de l'environnement proche ou moins proche. Avec un sujet, et là je pense qu'on va conclure là-dessus, un sujet majeur qui va apparaître, qui est celui-là, autour de la précarité énergétique. On a des gens de prioritaires ici, qui bossent beaucoup sur la précarité énergétique, qui est un gros sujet, et qui est un sujet difficile. On a beaucoup de concitoyens qui sont de plus en